Bonjour, je suis Marion Martinelli, je suis psychologue, je travaille dans le service de psychiatrie adulte du professeur Christophe Lançon à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, donc APHM. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours sur la mindfulness dans les pratiques soignantes en service de psychiatrie adulte. Donc, pour information, ma spécialité, c'est les thérapies cognitives et comportementales et également les thérapies issues de la pleine conscience. Et je me spécialise maintenant en psychotraumatologie. Et dans ce cadre-là, dans le travail du psychotrauma, la place de la pleine conscience est centrale. Au départ, cette présentation a été faite dans un cadre universitaire pour amener les étudiants à s'intéresser à la pratique méditative. Et notamment, pour ma part, moi, j'ai voulu la centrer sur la pratique des soignants. Comment ça pouvait les amener à être différemment dans leur positionnement de soignants. Pour pouvoir parler de cette thématique, j'ai pris comme exemple le cas de mon service de soins en psychiatrie. J'ai donc fait passer ce questionnaire anonyme qui n'a, je tiens à le spécifier, absolument aucune valeur scientifique et en plus qui présente de nombreux biais dans la formulation des questions, notamment, et puis autre chose. Par contre, il sera utilisé à titre qualitatif parce que je vais vous présenter les réponses des soignants. Donc, 18 participants à ce questionnaire, 4 hommes et 14 femmes. Alors, ça représente la disparité qu'il y a dans notre service qui est composé essentiellement de femmes. Les métiers représentés sont nombreux, psychiatre, infirmier, psychologue, secrétaire médical, ingénieur, assistante sociale, ergothérapeute. Et le lieu de travail, donc c'est mon service de soins à l'hôpital Sainte-Marguerite. Tous ces corps de métier, enfin toutes les personnes qui travaillent dans mon service, et j'allais même dire plus largement dans l'hôpital, sont sensibilisés aux pratiques méditatives, ou en tout cas aux bienfaits de la pratique méditative, soit parce qu'ils ont l'occasion de le pratiquer eux-mêmes, parce qu'on propose pas mal de choses autour de la méditation, les programmes en 8 semaines, accessibles aux soignants, les ateliers de méditation hebdomadaires, accessibles aux soignants évidemment aussi, soit de manière autour de discussions un petit peu informelles dans des réunions de service où on va parler des études que l'on fait sur la mindfulness ou à la machine à café, on va parler de ça parfois. Avant de commencer, on va différencier également les soignants entre ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. On va également différencier ceux qui ont connu et ceux qui n'ont pas connu un syndrome d'épuisement. Donc, je vais définir ces deux termes qui sont présents là sur cette diapo, le burn-out et le trauma vicarien. Le terme burn-out est apparu dans les années 70 pour décrire l'état d'épuisement au travail chez les professionnels de l'aide et du soin. Ce sont donc les soignants qui ont permis de mettre en évidence ce trouble, qui peut toucher évidemment beaucoup d'autres personnes. Conceptualisé pour la première fois par le psychiatre américain Freudenberger en 1975, il définit le burn-out en observant les bénévoles à l'œuvre dans le centre pour toxicomanes dans lequel il travaillait. Des gens hyper investis qui s'occupaient gratuitement de personnes en grande détresse. Freudenberger a observé qu'à un moment donné, ces gens ont présenté un état d'épuisement, à la fois émotionnel, physique et psychique, sur le plan professionnel qu'il explique comme étant un ressenti face à des situations émotionnellement exigeantes. Freudenberger explique également que le burn-out, c'est la maladie du battant, qui, à trop vouloir en faire, s'épuise et s'effondre. Ces travaux ont été repris par la suite par d'autres chercheurs, comme par exemple Christina Maslach, avec les soignants aussi. Je ne vais pas décrire cette étude ici. Je fais le choix de souligner que le terme burn-out, c'est un terme contextualisé, c'est-à-dire dans un contexte particulier.
dans lequel les ressources que l'on avait investies, ou peut-être même surinvesties, s'épuisent petit à petit, ne laissant plus assez de place ni d'énergie à notre capacité d'empathie, poussant les soignants à devenir de simples techniciens, créant une forme de distanciation émotionnelle avec les patients, retenez bien ce terme, loin de leurs valeurs personnelles et professionnelles du début. On retrouve également le burn-out dans d'autres cadres, mais prenons par exemple le cadre de la parentalité, quand le parent a pu surinvestir son rôle parental au point de s'épuiser et de perdre aussi en sa capacité à donner de sa personne et être empathique. Sans dire qu'il devient un robot dénué d'empathie, on parlera tout de même de fonctionnement en pilotage automatique dans les soins prodigués aux enfants. Et également de parentalité froide, avec une forme de distanciation émotionnelle vis-à-vis de leurs enfants. Tout ce qui touche à être connecté aux émotions de l'autre n'est plus possible cognitivement et émotionnellement parlant. Dans le burn-out professionnel des soignants, on retrouve la même mécanique à l'égard des patients. L'épuisement compassionnel, aussi appelé traumatisme vicarien, ce sont tous ces professionnels qui vont directement se trouver confrontés à la souffrance des autres, et particulièrement dans le milieu de la santé, comme l'explique le docteur Frédéric Chappell, auteur du livre Risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Il explique « Ressentir de la compassion ne pose pas de problème, mais certains salariés amenés à prendre en charge des traumatismes vont pouvoir progressivement perdre leur capacité compassionnelle, s'épuiser et ressentir les mêmes symptômes traumatiques que les traumatisés. La fréquence du trouble varie selon les populations, allant de 8% jusqu'à 50% pour les cliniciens en contact direct avec les traumatisés. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de définir ces deux troubles liés à l'épuisement professionnel, mais je fais le choix aussi à partir de maintenant de mélanger les deux termes et d'utiliser le terme global d'épuisement professionnel. L'objectif de mon intervention aujourd'hui est de donner quelques éléments de réflexion sur la manière dont les soignants de mon service intègrent ou pas la pratique de la pleine conscience dans leur métier et dans leur vie en général. Deux sous-objectifs vont être abordés sous forme de questionnement en distinguant les soignants selon qu'ils pratiquent ou pas la pleine conscience et selon qu'ils aient vécu ou non une expérience d'épuisement professionnel. Le sous-objectif 1 consiste à comprendre comment les soignants de mon service soignent leur stress, qu'ils soient pratiquants ou non, qu'ils aient vécu l'épuisement ou non. Et sous-objectif 2, on va chercher à savoir quelle forme prennent les relations thérapeutiques qu'ils entretiennent avec leurs patients. Donc voici comment se répartissent les 18 participants de ce questionnaire. Donc dans notre service, les pratiquants de la pleine conscience que vous voyez sur la droite du tableau sont au nombre de 5 sur 18. 3 qui ont vécu l'épuisement, ou qui ont déjà vécu ça, 2 qui ne l'ont jamais vécu. À gauche du tableau, vous avez les soignants qui ne pratiquent pas la pleine conscience. Parmi eux, 8 ont un vécu d'épuisement, 5 n'ont pas de vécu d'épuisement. Ils ne sont concernés ni par l'une ni par l'autre de ces thématiques. Je mets les chiffres au milieu ici en rouge pour que vous puissiez garder la répartition sous les yeux. Et puis je vais vous présenter les réponses, l'analyse des réponses, question par question. On va en traiter 3 ou 4, je ne sais plus. On commence par la première question. Que vous apporte ou que vous apporterez la pratique? Que vous apporte pour ceux qui pratiquent et que vous apporterez la pratique pour ceux qui ne pratiquent pas? On commence par les réponses des pratiquants. Les méditants en premier, en haut à droite. À la question que vous apporte la pratique, ils répondent recentrer mon attention, faire moins de décrochage attentionnel, être moins impulsif et avoir plus de calme. Les deux soignants n'étant pas concernés par ce vécu d'épuisement, donc en bas à droite, expliquent tous deux
pratiquer la méditation de pleine conscience parce que ça leur permet de réduire leur anxiété. Alors, il faut noter que sur l'ensemble du panel des 18 participants, le terme spécifique de anxiété n'a été utilisé que par ces 2 personnes, ce qui laisse supposer que même s'ils n'ont pas de vécu d'épuisement professionnel à proprement parler, ils sont quand même concernés par une problématique relative à la santé mentale. Ça laisse supposer que c'est peut-être ce vécu qui les a amenés à prendre soin de leur stress par les outils de la pleine conscience. Mais comme je le disais, c'est une supposition. Ça fait partie des biais du questionnaire, c'est que ça laisse supposer pas mal de choses. À la question, autre réponse de ces personnes-là, de ces 2 personnes, en bas à droite, ils expliquent aussi mieux réfléchir, plus de sérénité et potentialiser ma pratique sportive. On sait que c'est un effet bénéfique, effectivement, de la pleine conscience parmi tant d'autres. À la question que vous apporterez la pratique, les non-méditants répondent. Analyser le moment présent, essayer de comprendre. Alors, on va s'arrêter d'abord sur ces 2 réponses. Il y en a d'autres, mais pour le moment, on va s'arrêter sur celle-là. Ce sont des réponses un petit peu bateau. Analyser le moment présent, essayer de répondre, qu'on retrouve dans l'imaginaire collectif autour de la pleine conscience. Selon moi, c'est tout à fait normal de relever ce type de réponse puisque les participants ne connaissent pas toutes les subtilités de la pratique méditative. Évidemment, la pleine conscience n'a jamais eu pour intention d'analyser ni de comprendre, mais plutôt d'accueillir sans jugement et de s'ajuster si nécessaire, d'ajuster sa posture. À l'inverse, ici les termes analyser et comprendre font passer le message de la supériorité de l'intellect sur l'expérience du moment présent. Ensuite, un des participants répond que la pratique pourrait lui permettre de ne plus être en fusion avec les ressentis du patient. Alors, ça dépend comment on comprend cette réponse. On peut être, si on la comprend dans une forme de lutte intérieure contre les ressentis induits par le discours du patient, contre ses propres ressentis induits par le discours du patient, on est clairement dans une forme de lutte. Mais si on est dans une réponse qui est plutôt de l'ordre de l'acceptation ou de la distance raisonnable vis-à-vis de l'expérience douloureuse du patient, là, le positionnement est plutôt de l'ordre de l'acceptation. Les autres réponses sont diminuer son stress, c'est effectivement un effet possible de la pratique méditative, et puis 2 personnes qui ne donnent aucune réponse. Enfin, la dernière catégorie de soignants qui ne sont concernés ni par l'un ni par l'autre de ces problèmes, de ces thèmes, ne répondent pas, ou alors une personne qui dit « je ne sais vraiment pas » et on la remercie pour sa franchise. À la question « quelles sont vos ressources pour limiter les risques de rechute ?» Évidemment, seuls les soignants qui ont connu un vécu d'épuisement professionnel ont répondu. Ceux du bas n'ont pas répondu. On va regarder d'abord les réponses des méditants. Ils disent que pour limiter les risques de rechute, ils méditent, bien évidemment. Ils font du sport, du tai chi, en tout cas au moins un, sport, tai chi, consacrer du temps à sa famille, à ses amis, séparer vie professionnelle et vie personnelle, faire de l'humour et avancer dans ma propre psychothérapie. On va regarder maintenant les réponses des non-méditants qui sont nombreuses. On retrouve tout d'abord les réponses suivantes. La discussion avec mes pairs, donc le tissu social, le soutien entre professionnels, avoir une vie riche en dehors du travail, ne pas rester après mes heures de travail, donc éviter les fausses obligations et la surcharge de travail, les sorties culturelles, donc investir ses loisirs, ses passions, faire du sport. Et puis il y a les réponses qui suivent. Prendre de la distance, dormir beaucoup, penser à ce que je vais faire quand je serai à la retraite, la consommation d'alcool. Et la dernière, on verra ça juste après. Ici, on a des réponses qui peuvent être interprétées comme allant dans le sens de l'évitement de l'expérience à travers des comportements et des attitudes diverses.
Certaines réponses peuvent sembler plus légitimes et puis d'autres plus discutables. Par exemple, la personne qui pense à ses projets pour le futur quand elle sera à la retraite, bien sûr. Ensuite, il y a la réponse couper avec le professionnel, ne rien amener à la maison. Alors, on va rester juste un instant sur cette réponse. Entre ne rien amener à la maison et la réponse qu'on trouve du côté des méditants, séparer vie professionnelle et vie personnelle, il n'y a quasiment pas de différence puisque les réponses semblent quand même assez identiques. Mais on peut se questionner si les intentions ne sont pas différentes. Les intentions sont perceptibles dans la manière de formuler les réponses. Un caractère plutôt interdisant avec le ne rien et une réponse plus dans la prise de décision de l'autre, décider de se séparer. Mais peut-être que je perds en objectivité et qu'il s'agit là d'un biais de validation de mes convictions de pratiquante de la pleine conscience. En tout cas, une des vertus de la pleine conscience, c'est la confiance, qui amène à une posture d'accueil et de non-jugement. Et surtout le sentiment que la vie n'est pas un combat dont on doit ressortir gagnant. Et cette vertu de confiance ne me semblait pas émaner de cette réponse à gauche, ne rien amener, en fait, comme s'il y avait quelque chose à protéger par là. Et enfin, plusieurs personnes ont indiqué aucune réponse à cette question, ce qui est un peu dommage parce que s'il y a eu un vécu d'épuisement, c'est important de pouvoir dire quelles ont été les ressources, mais peut-être est-ce un biais du questionnaire, que la question telle qu'elle a été formulée peut-être n'a pas suscité l'intérêt d'y répondre. À l'inverse, quand même, du côté des pratiquants, et là aussi il y a un biais, peut-être on peut imaginer qu'il y aurait d'autres réponses qui pourraient s'approcher du tissu social, des loisirs, etc., qui n'a pas été questionné autour des rechutes pour que les soignants puissent limiter les risques de rechute. Pardon. Et là aussi, c'est un biais du questionnaire probablement. Dernière question que l'on va décortiquer, c'est: avez-vous modifié votre posture de soignant au cours de votre carrière? Les 5 personnes qui ne sont concernées ni par la pleine conscience ni par l'épuisement n'ont pas répondu à la question, ou alors par un non. Peut-être aussi là un biais du questionnaire, on ne sait pas. Peut-être que certains ont quand même modifié leur posture, mais ne se sont pas sentis concernés par l'ensemble du questionnaire. Chez les non-méditants, la moitié d'entre eux n'indiquent aucun changement dans leur posture de soignant. Donc, ils sont 8 en haut à gauche. Ici, ils sont 8 à avoir répondu. On va d'abord décortiquer les réponses de ces 4 personnes-là. Une personne indique non, je n'ai rien changé dans ma posture de soignant, j'ai plutôt changé de travail. On ne sait pas si elle a changé de métier ou juste de lieu de travail. Et les 3 autres n'ont pas répondu à la question. Pour les 4 derniers, donc là c'était les 4 premiers du panel de 8, pour les 4 suivants, ils répondent: ça dépend des patients. Donc assez étonnant comme réponse, ça aurait été intéressant de développer pour comprendre qu'est-ce qui peut dépendre des patients et qu'est-ce que ça veut dire. Et une autre personne a répondu la prise de distance. Un participant a répondu: je me connecte plus à mon sentiment d'être vivante, qui, dans la posture de soignant telle que la question est posée, est une réponse relativement auto-centrée, puisque la question était plutôt sur la posture de soignant dans la relation au patient. En tout cas, ça donne cette sensation que pour se protéger du stress au travail, il faut s'éloigner affectivement ou intellectuellement, et que c'est dans son sentiment d'être vivante que le soignant trouve sa sécurité. On retrouve ici un élément assez central de la clinique du burn-out, dont je vous parlais au début de ma présentation, alors que la pratique de la pleine conscience aurait tendance plutôt à induire une vertu de conscience de sa vie intérieure, tout en restant connecté aux autres et au monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas de devoir choisir entre les deux, mais plutôt d'incarner les deux.
Enfin, pour les dernières réponses fournies par cette catégorie de soignants, il y a une personne qui indique être plus flexible sur ses objectifs thérapeutiques et avoir moins d'exigences vis-à-vis de son travail. Les réponses des méditants maintenant. À la question « Avez-vous modifié votre posture de soignant au cours de votre carrière ?» Les méditants qui ont connu l'épuisement professionnel, donc en haut à droite, expliquent « Je pratique les exercices avec les patients en séance, selon l'horizontalité de la relation. Une meilleure compassion, le terme « meilleur » dérange un peu par sa connotation de performance, sauf si on doit comprendre que le soignant est juste plus sensible à la souffrance d'autrui. Une meilleure écoute vis-à-vis de l'expérience du patient, pareil, même remarque pour le terme de meilleur, vis-à-vis de l'expérience du patient et de la mienne, ce qui souligne une connexion à l'autre et à soi dans l'expérience de la relation. Une personne parle de l'horizontalité de la relation avec le patient, une autre de s'ajuster au rythme du patient, de moins anticiper ses réponses, donc accorder les rythmes et dans une harmonie relationnelle. Et enfin, un soignant explique avoir modifié sa posture grâce à l'expérience acquise au fil du temps, sans en dire plus sur le détail de ce changement. Là aussi, on a un biais du questionnaire. Et enfin, les méditants qui n'ont pas connu l'épuisement professionnel expliquent avoir moins de distance avec les patients, se mettre plus au niveau du patient et être plus à l'écoute du patient. Vous remarquerez donc dans ces réponses que la modification de la posture du soignant est à l'inverse de la catégorie opposée en haut à gauche, essentiellement hétérocentrée. Tout tourne autour du patient. On va continuer sur l'analyse de ces réponses. Alors, à droite de la diapo, la réponse des méditants à la question « Avez-vous modifié votre posture de soignant au cours de votre carrière ?» La réponse est majoritairement oui, alors qu'à gauche du diapo, la réponse est majoritairement non. Ou alors, oui, mais pour mieux m'en protéger. Et enfin, je remarque que ces deux réponses opposées entre la droite et la gauche. Vous avez d'un côté la prise de distance et de l'autre, moins de distance, avec toutes les déclinaisons que vous pouvez trouver entre les réponses de droite et celles de gauche. De même sur les réponses entourées en rouge, que je vous affiche maintenant. On a par exemple « Non, je n'ai pas modifié ma posture, j'ai changé de travail ». Et l'autre, à droite, « A priori, je suis restée, j'ai acquis de l'expérience ». Et c'est dans ce sens-là que j'ai modifié ma posture de soignant au cours de ma carrière. Les ronds verts, quant à eux, vont indiquer une modification de la posture de soignant avec une disponibilité attentionnelle et émotionnelle relativement auto-centrée à gauche, avec mon sentiment d'être vivante, et hétérocentrée en bas à droite, donc le patient, le patient, le patient, vous l'avez ici en bas à droite. Et en haut à droite, une posture un petit peu plus égalitaire. Je pratique avec le patient et moi, l'horizontalité, où je m'ajuste à son rythme. Dans cette posture d'horizontalité de la relation, on retrouve, si vous êtes un peu sensible à cette thématique, on retrouve une posture d'attachement sécure, ou en tout cas, c'est ce qui peut y ressembler. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a intéressé et à faire connaître la chaîne de la Psy du Soleil pour encore plus de contenu pédagogique et de sensibilisation autour de la santé et la santé mentale en particulier.